Alors, je vais vous parler aujourd'hui du Lumix S avec le S1 et le S1R. Je suis donc Bernard Bertrand. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Je suis photographe depuis 1999. Je suis réalisateur et monteur étalonneur évidemment, comme un petit peu toute la génération de gens qui ont commencé à faire de la vidéo en venant de la photo. En fait, on est tous un petit peu, je dirais, dans la même configuration. Et je suis aussi formateur avec des cours de photo et de vidéo online, notamment sur le site, la plateforme tuto.com, où mes best-sellers sont justement des formations autour de la vidéo, comme la formation complète au niveau de la vidéo, mais aussi GH4, GH5. J'avais fait ça historiquement, même avant d'ailleurs d'être ambassadeur pour Panasonic. Alors, mon background, c'est la photographie. Alors, j'ai toujours fait des images comme celle que vous voyez là. C'est de la publicité, c'est de la mode. Dans ce genre d'images-là, on avait une obsession qui était en fait liée justement, en tout cas pour ce genre de marque-là, c'était en l'occurrence Levi's. On avait vraiment une espèce d'obsession par rapport au piqué de l'image. C'était vraiment quelque chose qui était très très important pour les gens qui vendent du textile, de pouvoir justement offrir une qualité d'image qui permet justement d'aller dans la très très bonne définition au niveau du textile. Et c'est les mêmes finalement soucis ou les mêmes préoccupations que je retrouve aujourd'hui quand je travaille en vidéo. Et j'ai retrouvé exactement la qualité qu'il me fallait en fait avec le GH4 à l'époque. Après tout de suite évidemment j'ai enchaîné avec le GH5 et maintenant l'arrivée du full frame. Je vais vous en parler dans un instant. Voilà, ça c'est le genre de travail que j'ai fait encore. Donc la publicité, tout le temps les personnages, toujours un gros travail au niveau de la lumière, mais évidemment toujours une technique maîtrisée au niveau du piqué de l'image qui a toujours été très importante pour moi. Là je vais vous montrer mon showreel, ce qu'on appelle le showreel. C'est un résumé de mon travail en vidéo en tout cas. Alors là-dedans il y a un peu de tout, hein. Il y a de la caméra Sony à l'époque, de la RED, du GH4, du GH5. Voilà, ça c'est une présentation de mon travail. Alors comme je vous le disais, ce qui me plaît bien en fait dans mon travail vidéo aujourd'hui, c'est justement ce côté compact. Là, vous avez vraiment, bon là pour le coup c'est le Lumix S1, mais ça c'est vraiment la configuration dans laquelle j'aime travailler. Je vais vous le montrer, je vais vous montrer des images backstage que j'ai réalisées tout récemment avec ce boîtier. C'est vraiment la configuration dans laquelle je travaille et c'est celle avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps avec le GH4 et GH5. Comme je viens de la photo, j'ai toujours eu besoin, si vous voulez, des mêmes sensations avec mes modèles, donc la proximité que j'ai avec eux, et donc évidemment un système très portable, mais aussi avec énormément de ressources. Alors cette fois-ci, évidemment, vous n'avez pas pu ignorer l'arrivée de notre full frame, premier 4K en 60 images par seconde, premier full frame à double stabilisation. C'est sûr que, d'ailleurs, je me suis baladé un peu sur le stand tout à l'heure, où j'ai fait des prises de vue à la volée comme ça. La stabilisation est vraiment, vraiment bluffante. Pour ceux qui connaissent le GH5, vous êtes déjà habitués à la double stabilisation avec l'optique et le capteur stabilisé 5 axes. C'est vraiment, vraiment bluffant. Alors, une chose, et ça je l'ai mis, bon, c'est un bullet point, c'est pas une liste exhaustive évidemment, ce sont les premiers points qui m'ont vraiment, moi, frappé quand j'ai eu le boîtier en main, c'est le viseur. Moi, quand j'ai sorti le boîtier de sa boîte et que j'ai vu la qualité du viseur, alors que moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui utilise le viseur a priori, c'est vraiment un truc que j'utilise pratiquement jamais. Avec le S1 ou le S1R, j'ai l'œil systématiquement scotché sur le viseur tellement la visée est belle avec ce boîtier. Alors évidemment, on a une ergonomie qui a été repensée. Hein, pour un full frame, on est dans un boîtier beaucoup plus conséquent, un boîtier robuste, tropicalisé. Évidemment, on a là un boîtier tout à fait pro. Évidemment, la bague, la nouvelle alliance qu'on a entre les trois fabricants qui vont nous proposer toute une gamme d'objectifs.
Là, j'ai fait un petit summary, on va dire, de l'écosystème qui tourne autour de la série S, avec évidemment les deux boîtiers. On a dû repenser chez Panasonic la batterie. Hein. C'est clair que là, dans ce cas-ci, avec un capteur full frame, double stabilisation, etc., ben, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie. Donc on a une nouvelle batterie, un nouveau chargeur, qui est d'ailleurs connectable en USB. Je reviendrai sur ce détail. Et puis le grip qui permet justement d'étendre encore la capacité du boîtier. Alors ce qui est vraiment génial, et je l'ai expérimenté tout récemment, c'est que vous pouvez ici utiliser l'USB-C. Et en utilisant l'USB-C, vous allez pouvoir alimenter votre boîtier pendant la prise de vue. Donc techniquement, vous pouvez shooter avec le boîtier sans limite de temps, puisque vous allez vous brancher dessus. Quand j'ai fait des prises de vue studio, je vais vous les montrer tout à l'heure, des prises de vue studio avec le S1, quand je me suis connecté, en fait, il a reconnu qu'il était connecté en USB-C à l'ordinateur, et à ce moment-là, la batterie restait intacte. Il était alimenté par le laptop, en fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, évidemment, c'est que cet accessoire-là, contrairement à pas mal d'autres marques, hein, sans citer de nom, quand ils sortent un nouveau boîtier, il y a tout un écosystème qui gravite autour de ce boîtier. On peut jeter, entre guillemets, tous les accessoires qu'on avait sur le boîtier précédent, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est un outil que j'utilise pratiquement quotidiennement. C'est le XLR, donc on ne le voit pas derrière, mais derrière, il y a deux prises XLR qui permettent de capturer de l'audio de manière professionnelle. Et cette griffe accessoire, donc ça se montre sur la griffe accessoire, c'était sur le GH5, bien, cet accessoire va être tout à fait compatible avec la gamme Lumix S, et ça c'est vraiment génial. Alors un petit détail que moi j'affectionne tout particulièrement, je l'ai oublié, j'ai oublié de le prendre aujourd'hui, mais c'est ce petit œillet en fait, vous voyez, qui va se mettre ici. On peut le déclipser en fait, cet œillet, il se déclipse, et on peut mettre celui-là. Alors vous l'aurez compris, c'est tout à fait indiqué pour la vidéo justement, hein, puisqu'on est d'office en horizontal. Hein. Alors je mets mon œil là-dedans, je suis vraiment très isolé au niveau de la lumière, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. Alors le shotgun mic, donc un micro, je dirais shotgun, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, et une télécommande. Et alors vraiment, je dirais les deux optiques phares qui sont actuellement d'ailleurs disponibles ici, vous pouvez les voir. Alors ça, c'est une merveille, c'est le 50 mm 1.4, absolument extraordinaire, une optique franchement d'une qualité, je dirais, c'est vraiment de l'ordre de la prime lens en cinéma. Hein. Je veux dire, c'est vraiment une optique extraordinaire. Et puis celui-ci extrêmement versatile, qui me rappelle un petit peu le 12-35 hein, qu'on avait sur le GH5, qui était vraiment l'optique à tout faire, je dirais, d'une très très grande qualité. Hein. Je parle de 12-35. Ben là, je me retrouve exactement avec le même type de quelque part de sensation avec cette optique-là, la 24-105. Elle ouvre à 4. Alors certains peuvent penser que c'est pas beaucoup 4. Mais finalement, ça correspond, comme on est en full frame, ça correspond plus ou moins au même rendu qu'on va avoir avec un 12-35 sur le GH5. Donc ça, c'est un petit summary de l'écosystème. Et évidemment, pour les gens qui font de l'animalier ou des prises de vue qui nécessitent du sport, par exemple, vont utiliser ce zoom-là. Voilà pour l'écosystème. Donc on a vraiment deux boîtiers différents, le S1, S1R. Alors, c'est un shortcut que, je ne sais pas si chez Panasonic, ils font ce shortcut-là, mais la sensation, puisque je suis là en tant qu'ambassadeur pour vous parler de mon expérience avec ces boîtiers, pour moi, le S1 est d'abord vidéo, ensuite photo, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment une bête en photo. Là, il n'y a pas photo, c'est qu'à le dire, mais en vidéo, il excelle. Vraiment, on est sur les pistes du GH5 et tous les petites productions indépendantes qui shootaient avec le GH5 vont vraiment être enchantées dans les possibilités qu'offre le S1 en vidéo, ça c'est certain. Et là par contre c'est un monstre en vidéo puisqu'on a pratiquement 50 millions de pixels là pour le S1R et il se défend plus que confortablement en vidéo. On va voir ça dans un instant. Alors évidemment, cette fois-ci, on a une différence au niveau du dual slot. On a toujours deux slots en fait, qui vont être gérés exactement comme sur le GH5. On peut dire les photos vont sur une carte, les vidéos sur l'autre, ou alors on fait un backup sur l'un, backup sur l'autre. Enfin, on peut vraiment gérer ça de la façon dont on veut en fait. Et on a une SD carte et une XQD. Donc voilà, ça c'est la particularité de ce boîtier. Évidemment, un nouveau processeur pour pouvoir gérer ce trafic d'informations. Hein, quand on a soit un full frame avec deux cartes, dont la XQD qui est vraiment, je dirais, des cartes qui vont permettre énormément de data. Il faut évidemment un processeur qui puisse être, je dirais, compétent à ce niveau-là. La carte faite. Ok, alors le fameux viseur, là je vous ai juste mis ces petites illustrations, je veux vraiment insister, franchement profitez-en, il y en a, hein, des S1 et S1R, ils sont là. Profitez pour tester la visée parce qu'elle est vraiment absolument incroyable. Alors là, je vais vous parler plus de mon expérience. Je vais vous montrer des petites prises de vue que j'ai fait en vidéo. Alors, j'ai pas 6 mois d'expérience sur ce boîtier puisque
Finalement, on a mis la main dessus il n'y a pas très longtemps. Hein. Là, je vais vous montrer des images qui ont été... Là elles ont déjà été ce qu'on appelle color graded, donc elles ont déjà été manipulées en termes de couleurs. Mais on a l'arrivée d'un nouveau profil de couleur sur le S1 et S1R qui s'appelle flat. Comme son nom l'indique, c'est un profil plat. C'est ce qu'on cherche en vidéo, on cherche un profil plat toujours pour pouvoir ensuite l'étirer au maximum et pouvoir aller chercher ces noirs où on veut les mettre et chercher ces blancs aussi. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez voir, c'est donc de flat profile, 4K à 50 images par seconde, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Et là, dans ce cas-là, vous allez le voir parce que je vais vous montrer des images en backstage. Ben, je tourne autour de mon modèle comme ça, tout simplement, à la main. C'est vraiment un système que j'adore. Évidemment en tirant pleinement parti de la stabilisation. Voilà, ça c'est un petit exemple. Alors je retrouve exactement les sensations que je cherche, hein. C'est-à-dire vraiment un piqué, extraordinaire piqué, mais exactement là où je veux le placer en fait. Ça c'est très important pour moi, je peux vraiment gérer ma profondeur de champ comme je le veux. C'était déjà le cas avec le GH5, si vous l'utilisez correctement, vous n'allez pas avoir de problème du fait que ce soit un micro 4 tiers. Mais là vraiment on est dans un full frame, hein. Il n'y a pas photo. On peut vraiment gérer sa profondeur de champ d'une manière extrêmement précise. Voilà. Et voilà, ça c'est la façon dont je travaille. Comme je vous le disais, à main levée, systématiquement, en tirant le meilleur parti de la stabilisation 5 axes, évidemment. Là, dans ce cas-ci, comme je vous le disais, toujours, j'ai enregistré avec un Atomos derrière. Et je vais vous montrer aussi, j'ai testé en fait, en principe, je travaille en vidéo toujours en manuel. Mais là, pour le coup, j'ai testé, vous le voyez là, hein, j'ai testé la fonctionnalité en fait, de reconnaissance du visage, qui part sur la reconnaissance des yeux, en fait, principalement. Ce qui est assez intéressant sur ce système-là, en fait, c'est que, vous voyez, c'est celui-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont implémenté une intelligence artificielle, en fait, dans leur système. Et donc là, dans ce cas-ci, en fait, il cherche l'œil, il reconnaît un visage. En plus, on peut sélectionner l'œil qu'on veut mettre, sur lequel on veut mettre la mise au point. En admettant que vous fassiez du portrait avec une profondeur de champ très limitée, vous allez pouvoir choisir l'œil. Donc on choisit l'œil. Mais dès que en fait, l'appareil perd un visage, parce que vous vous déplacez ou alors le sujet se déplace, mais va repasser tout de suite en, je dirais, dans une logique où il va reconnaître la silhouette du corps. Vous allez le voir à un moment donné, je pense, si je ne me trompe pas, il va avoir le visage, il reste dessus, c'est dans un autre petit clip, mais il va faire un cadre autour du voilà, il l'a fait pendant une fraction de seconde autour du corps. Comme vous l'avez vu ici dans l'icône, vous allez voir aussi un petit icône avec des animaux, parce que dans cette intelligence artificielle, il sera maintenant capable, l'appareil est maintenant capable d'identifier qu'il s'agit d'une silhouette humaine, donc d'un corps, et il peut reconnaître jusqu'à 3 silhouettes, d'accord? Donc il va pouvoir vous identifier 3 silhouettes, et vous allez même pouvoir sélectionner la silhouette qui vous intéresse. Si vous allez dire, ok, j'ai 3 personnages, l'appareil le reconnaît, mais je veux que le point soit sur le personnage de droite, vous allez pouvoir le faire. Et il reconnaît aussi les animaux pour les photographes qui sont les photographes animaliers. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a mis un aigle, ou un rapace, hein, on va dire, ou une chouette ou l'autre. Donc il y a l'icône, je dirais, de l'oiseau qui permet de dire, ok, là vous êtes dans une reconnaissance, donc une intelligence artificielle qui permet de reconnaître aussi les animaux. Et donc comme je vous l'ai expliqué, hein, il n'y a pas de dire... Ça, c'est vraiment la façon dont je travaille. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je fais de la photo et ça fait 20 ans que je suis en contact avec les modèles. Et quelque part, j'essaye toujours de capter quelque chose, une espèce d'intention, d'émotion. Et donc, pour ça, ça m'amène à aller vraiment au contact avec eux, au plus proche et de leur parler. Je les coach beaucoup. Et quand je suis dans un système comme celui-là qui n'est pas fastidieux, je ne dois pas me mettre un pied, toute une machinerie, bah, ça me permet d'être beaucoup plus, je dirais, organique quelque part avec eux. Voilà, vous voyez mes différents plans, hein, vous l'avez vu dans le petit clip avant, je fais un plan sur elle, un plan d'ensemble, un plan détail sur le verre, mais tout ça je le fais en une fraction de seconde, hein, je me déplace, il n'y a pas de pied, il n'y a rien du tout, je suis avec la stabilisation, et ça fonctionne très bien. Au passage, regardez l'utilisation que je fais de cet écran-là. Il y a pas mal de gens, quand c'est sorti, on dit oui, pourquoi ils ont mis cet écran-là? Bah, moi je l'adore cet écran-là. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le voyez ici par exemple, ben, je n'ai pas moins HDMI ici dans le champ. Avec le GH5, quand vous vouliez mettre l'écran comme ça, ben, vous alliez buter contre la prise HDMI, c'est plus le cas ici. Donc là vraiment, je peux l'articuler comme je veux.
Alors vous allez vous dire que j'utilise principalement celui-là, mais pas nécessairement. Hein. Quand j'ai envie d'être très rapide et ultra léger, ben je vire ça. Il n'y a plus d'Atomos, j'enregistre directement sur la carte et je utilise évidemment l'écran. Là, je vous montre un petit exemple. Vous allez voir un bandeau passer. Et ça, c'est mon image flat, vous voyez, le profil plat. Alors, on a l'image, là, vous allez pouvoir peut-être penser que c'est un peu magenta, mais c'est parce que le cerveau, finalement, regarde cette image-là dans son ensemble et, quelque part, la considère comme étant la neutre, alors que moi, j'ai apporté beaucoup de vert dans mon image, beaucoup de couleurs vertes. Donc, forcément, quand on passe sur l'image neutre, qui est réellement neutre, ben, on a l'impression qu'elle est un peu mage. Mais elle n'est pas du tout mage. Et si j'ai fait cette petite animation, c'est pour vous montrer simplement à quoi ressemble ce fameux profil plat. Évidemment, là, on sent que le contraste est beaucoup plus doux. Hein. Et c'est un profil, finalement, je l'ai pas mal testé à ce stade-ci, qui me permet d'obtenir assez rapidement, finalement, à l'étalonnage, ce que je veux obtenir comme résultat définitif. Voilà. Donc là, je vais vous montrer d'autres images qui ont été faites de nouveau. Alors là, je l'ai mis. Hein. Pour moi, en tout cas, le S1 est taillé sur mesure pour la vidéo. D'ailleurs, il y a des updates qui arrivent qui montrent vraiment qu'on est dans une ADN vraiment purement orientée vidéo. Alors là, je vous donne mes petites configurations, je dirais, d'enregistrement. Donc là, on est en 4K 50. Évidemment, avec le S1, vous le savez déjà, peut-être il y a un crop. En fait, on se retrouve dans un format APS-C, contrairement au S1R, qui lui capture en 4K en full frame. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a un crop dans le S1 et pas dans le S1R, alors que le S1 est plutôt pressenti pour la vidéo. Eh bien c'est simple, quand on enregistre en APS-C en 4K 50, on est vraiment, chaque pixel est enregistré. On est vraiment, chaque pixel est une information. Alors que quand on est en 4K 50 ou 60 sur le S1R et qu'on est en full frame, il fait ce qu'on appelle un pixel binning. En gros, il va prendre l'information d'un pixel sur 4. Donc on va avoir toujours une image mieux définie. On le voit, regardez, le piqué est vraiment incroyable. On va avoir toujours une image mieux définie en 4K 50 et 60 avec le crop APS-C sur le S1. Ça, c'est sûr. Alors si vous avez un problème, je dirais, d'angle, ben, il suffit simplement effectivement de changer votre objectif. Et c'est de nouveau la raison pour laquelle j'affectionne tout particulièrement le 24-105 qui permet justement de faire varier très très vite son champ en fait. Donc à nouveau, hein, vous voyez exactement les mêmes configurations, hein, 4K 50, crop APS-C, 422 8 bits en long GOP. Le S1 et S1R enregistrent en long GOP, donc the group of pictures en fait. Donc là dans ce cas-là, on n'est pas dans Dual Intra. Et moi en enregistrant sur l'Atomos Ninja 5, ça pourrait être n'importe quel enregistreur Atomos, hein, ben là du coup je sors de l'Apple ProRes HQ dans ce cas-là pour m'assurer que je ne perde absolument rien du tout en qualité. Vous voyez, hein, là j'étais occupé de tester, vous voyez voilà, ça c'est vraiment la silhouette, vous voyez il passe du visage à la silhouette, si à un moment donné il perd un petit peu le visage, il va tout de suite faire une espèce de carré autour de la silhouette du personnage. Voilà le résultat. Alors ça c'est un résultat qui a été color gradé à nouveau, hein, donc j'ai été rétablir les contrastes comme je l'entends. Mais je suis vraiment bluffé par la qualité, par le piqué de l'image. Vous allez voir tout à l'heure, on va aller dans des plans plus cadrés sur son visage. Voilà, vous voyez, le piqué est vraiment bluffant. On le voit même dans le textile ici. Hein. Alors ce qui est très intéressant dans mon travail, c'est que quand je vois la qualité de l'image que j'ai là en vidéo, bien moi très souvent j'extrais des still shots en fait de mes films. Et ça va me servir pour Instagram, ça va me servir pour Facebook, ça va me servir pour mon site. Parce qu'on ne peut pas identifier finalement que c'est une vidéo en fait. La qualité est telle qu'en fait on pourrait croire que c'est une photo. Et comme vous l'avez vu, tout ça, je fais ça, rien de compliqué en fait. Hein. Vraiment le boîtier à la main, je rentre dedans, je lui parle beaucoup, je travaille. Et c'est le genre de séquence que je peux filmer en 20 minutes en fait. Hein. Voilà, le piqué, vraiment incroyable. Et la profondeur de champ, vous voyez, son œil est net et ses lèvres ne le sont pas. Donc c'est vraiment un choix qu'on peut faire de gérer sa profondeur de champ exactement comme on l'entend. Alors, une autre, je dirais, véritable arme que propose le S1 et S1R, c'est la slow motion. On a une slow-mo qui est vraiment impressionnante. Vous voyez, on peut aller en fait jusqu'à 180 images par seconde. Ok, vous avez aussi la 150, vous avez aussi 125 évidemment.
on a tout, je dirais, les parfums. Vous pouvez naviguer dans le menu qui s'appelle High Speed Video. Et là-dedans, vous allez pouvoir choisir. Et ça, c'est aussi une modification qu'ils ont fait par rapport au GH5. C'est que le GH5, il fallait à chaque fois choisir la qualité d'enregistrement pour pouvoir choisir celle qui permettait le variable framerate. Là, dans ce cas-ci, non. Ils ont fait un menu à part entière. Vous l'avez vu passer, voilà, celui-là. Et vous allez pouvoir choisir directement votre high speed. Et là, franchement, pour ceux qui aiment la slow motion, ça vous permet d'être beaucoup plus rapide. Vous allez pouvoir faire la slow motion beaucoup plus vite qu'avec le GH5. Voilà des exemples de 180 images par seconde. Et on conserve finalement la même qualité d'image, le même piqué dans mon image. Alors ça, j'ai filmé avec le 50 mm, donc 1.4, pas du tout de profondeur de champ. Et là où c'est net, c'est ultra net. On est vraiment dans un ralenti qui est cinématique quelque part, hein. C'est vraiment du ralenti cinéma. Si on m'avait parlé de ce genre de qualité-là il y a 6 ans, je n'y aurais pas cru. Pour moi, c'était de la machinerie qui coûtait, je veux dire, une fortune. Ben non, maintenant, on peut avoir ça qu'on transporte dans son sac à dos. Et vous voyez, zéro profondeur de champ. Hein. Ou en tout cas, profondeur de champ exactement où je veux. Alors, petite parenthèse pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, c'est de la compression long GOP, c'est pas du all intra. Et ce genre de shot là, avec de la fumée, le feu, l'eau, c'est tous des éléments qui vont challenger le codec au maximum. Parce qu'il y a trop d'informations qui se passent en fait. Il y a trop de pixels qui changent de l'une à l'autre, il y a trop d'informations. Donc c'est vraiment quelque chose qui va challenger le codec au maximum, ce qui ne sera pas autant le cas si vous êtes en all intra. Et malgré tout, vous voyez qu'il se débrouille très bien. Il n'y a pas de bagarre de pixels là, dans ce genre de shot. Franchement, très impressionnant. Alors, je ne peux pas conclure, je dirais, ou passer par un chapitre sur la photo, évidemment, parce qu'on est dans le salon de la photo. Là, je vous ai fait une bonne overview de la vidéo. Et là, je voulais vous montrer des images du S1 qui véritablement m'ont bluffé en studio. Ça, c'est vraiment des genres d'images que je connais très bien. Je dirais, c'est mon core business, hein, des images comme celle-là, j'en fais depuis 20 ans. Et là, j'étais en mode connecté. Ça donne un vrai confort parce que du coup, en USB-C, on se branche dans l'appareil avec une extension. Hop, USB dans l'ordinateur. Là, dans ce cas-ci, j'ai utilisé le Lumix Setter et je pouvais faire la capture de mes images en direct. Ce que vous voyez là, c'est une image qui fait 3200 pixels de haut. Autant dire, c'est une petite image. Ça, c'est le genre d'image que j'exporte pour ce qu'on appelle une image de lecture que j'envoie à mes clients. Voilà, 3200. Donc, je passe par le TIFF. Le TIFF, je l'amène dans Lightroom et dans Lightroom, j'exporte. Et là, en l'occurrence, j'ai demandé de faire une image de 3200 pixels. Et malgré tout, vous voyez, regardez la qualité qu'on a. Et c'est le S1. On n'est pas dans la bête de course, à savoir le S1R. On est juste, entre guillemets, dans le S1. C'est une machine de guerre, en photo aussi. Vraiment, j'ai été bluffé par la qualité. On est toujours dans le JPEG là, hein. Donc mon JPEG de 3200 de haut. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer du TIFF. Même principe, toujours le S1. Vous voyez, toujours le S1. Pensez toujours que j'ai un fichier qui ne fait que 3200 pixels de haut, finalement, parce que je l'ai décidé comme ça, à l'export. Tout à l'heure, je vais vous montrer des JPEG. Vous voyez, regardez, ça c'est les exports que j'ai fait, hein. C'est pas l'appareil, hein. Ça c'est des exports que moi j'ai fait. J'ai dit à Lightroom que je veux que le grand côté fasse 3200. Comme ça me donne un fichier de 1,5 méga. C'est très bien. Je dirais, c'est un bon rapport, je dirais, qualité-poids pour envoyer à mes clients. Et tout à l'heure, je vais vous montrer la comparaison avec le TIFF. Donc là, une autre image du S1 toujours, à 3200 pixels de haut. Même chose ici. 3200 de haut. Toujours 3200 de haut. Une autre image. Et quand j'amène le TIFF, ben forcément, là, je suis avec le S1R à 124 mégas. Alors que le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, c'était 1.5 mégas. Et pourtant, vous avez vu que ça se défendait à l'écran très bien. Donc là, on est à 124 avec le S1R, donc 7440 pixels de haut. Et là, évidemment, c'est tout à fait autre chose encore. Voilà, ça, pour moi, c'est l'extase. Quand j'ai vu ça derrière l'écran sur mon ordinateur, je dis waouh, là, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, vraiment, j'ai vraiment gonflé au maximum le fichier. Donc là, je reviens sur le S pour que vous puissiez comparer le TIFF, cette fois-ci du S. Là, on est toujours on était dans le JPEG. Là, maintenant, je vous amène un TIFF du S1 qui, celui-là, va se limiter à 5300 pixels de haut. Voilà, regardez la qualité du S1. C'est pour ça que je dis que tout à l'heure, c'est vrai que le S1R avec ses 47 millions de pixels, c'est de la machine de guerre en photo, on est bien d'accord. Mais le S1, vraiment, c'est absolument bluffant. Voilà le TIFF du S1.
Alors, S1, S1R, un petit résumé des capacités, donc 47,3 mégapixels. Il a évidemment, je pense que vous en avez tous entendu parler déjà, le mode haute résolution. Dans ce cas-là, il faut utiliser un pied parce qu'il va déclencher plusieurs fois et il va collecter l'information, il va la compiler et il va vous faire un fichier pour le S1R de 187 mégapixels, ce qui veut dire que c'est plus adapté pour des gens qui vont faire du paysage, par exemple, ou de la nature morte. La nature morte publicitaire, par exemple, on a vraiment besoin d'une qualité, je dirais, du fichier irréprochable. C'est tout à fait indiqué pour les gens qui font de la nature morte ou du paysage, parce qu'on a 187 millions de pixels. Pardon. Donc, évidemment, là, dans ce cas-là, je l'ai dit, du 4K 60 ou 50 en full frame par le pixel binning. Donc, rappelez-vous, le R va vous donner effectivement un 4K en full frame, même à 50 et à 60. Par contre, il va prendre un pixel sur 4, ce qui ne sera pas le cas du S1. Slow motion, lui aussi, à 180 images par seconde en Full HD. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, recharge ou alors alimentation via l'USB. Le fameux viseur OLED de 5700K, là vraiment extraordinaire. Je vous invite vraiment à le tester. Il y a des boîtiers un petit peu partout, donc allez voir un peu les compétences du viseur, vraiment bluffant. Le S1, je me suis trompé. Bon, c'est 24 millions de pixels. Ça, il faut que je change le slide. Mais on est, décidément, là je me suis trompé, on est à 96 millions de pixels. Là pour le coup, on est en 4K 60 et 50 en APC, là je l'ai dit, donc en 4K 50 et 60, on crop. Par contre, on prend chacun des pixels, ça c'est très important pour avoir le rendu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très important d'avoir cette qualité-là. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est un boîtier, le S1S, qui est plus orienté vidéo. Et là, on a la 422 10 bits en 4K à 30 images par seconde. On a la slow-mo à 180 images par seconde. Bon, là, je suis dû m'embrouiller dans mon slide. En option, vont arriver très prochainement, en fait, je ne sais pas quand, mais je pense que ça ne va pas traîner après la sortie des boîtiers pour le consommateur. On va avoir la 422 10 bits en interne. Ça, c'est vraiment super. En 4K 30 et 25. Et on va avoir la 10 bits en externe, donc pour la Tomos par exemple. Donc 422 10 bits. 4K, 50 et 60 images par seconde, et évidemment le Vlog. Dans ce cas-ci, à noter une petite précision, on n'est pas dans du Vlog L. Le Vlog L, c'est celui qu'on avait dans le GH5. C'est une version allégée entre guillemets du Vlog. Le Vlog, le vrai Vlog, c'est celui qu'on va trouver dans les VariCam par exemple, de la gamme Panasonic, dans le Camera Pro. Alors je vous avoue que je connais bien le Vlog de Panasonic pour avoir travaillé assez fréquemment avec la EVA. Donc une qualité vraiment exceptionnelle. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner sur le S1. En tout cas, le Vlog arrive, qui va nous donner vraiment je dirais une latitude de post-production au niveau de l'atténuage extraordinaire. C'est pour ça qu'on utilise le Vlog. Encore une fois, pour avoir un fichier le plus plat possible et pouvoir les tirer dans tous les sens. Une autre précision sur le Vlog, c'est deux courbes. C'est une courbe de gamut, et une courbe de gamma. Le gamma va plutôt avoir à voir avec le contraste dans l'image. Et le gamut, pour schématiser, c'est plutôt au niveau de la profondeur de couleur, la gestion des couleurs, on va dire. Donc il y a deux courbes. Ce n'est pas un profil plat, je dirais standard. C'est vraiment quelque chose de très spécifique qui va vous délivrer une image laiteuse, pas sexy du tout à première vue, mais qui va vous permettre d'aller très très loin dans la post-production. Voilà, évidemment, là je recharge via l'USB, comme je le disais tout à l'heure. Donc je vous ai parlé tout à l'heure en introduction du fait qu'il y a une alliance avec des fabricants autour de la monture, la nouvelle monture L qui est embarquée sur les S1. Et dans ce cas-là, on a déjà Sigma qui a annoncé la sortie prochaine d'une bague d'adaptation pour toutes les optiques et les montures Canon. Et aussi toute une gamme d'objectifs Sigma qui est très connue et très utilisée chez les utilisateurs de GH5 pour toute leur gamme Fine Art, puisque vraiment ils ont, je dirais, une maîtrise, je dirais même d'un rapport qualité-prix très intéressant pour les réalisateurs, etc. Donc voilà, ça c'est la conclusion de ma présentation. Je reste sur le stand, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça.